Aujourd'hui, votre leçon préférée à tous, je le sais, les pathos surrénaliennes. Donc c'est un gros bout de ce qui tombe et de ce qui... Enfin, un gros bout. C'est pas très... Il y a beaucoup de choses à savoir. Et mine de rien, je sais pas s'il y en a qui sont là et qui étaient là à ma dernière conf, c'était il y a quelques mois, sur les dysthyroïdies, en endoc, c'est les deux plus gros chapitres, je dirais. Les dysthyroïdies et les pathos surrénaliennes, ça tombe plus souvent ça que les dysthyroïdies, quoi. Donc voilà, ça c'est le nombre de fois où c'est tombé. Bon, après, ce qui tombe tout le temps, bon, c'est le Cushing, quoi. Donc bon, voilà, je me suis dit que j'allais pas vous refaire un Cushing, j'allais vous faire grâce de ça, parce que bon, écrire tous les symptômes du Cushing, si vous faites les 50 000 annales sur ça, je pense qu'au bout d'un moment, vous le savez, même si c'est long. Enfin, vous savez à peu près où aller, quoi. Donc, ouais, qu'est-ce qui est tombé? Les Cushing, insuffisance surrénalienne, aiguë et chronique, il me semble. Et puis, les hyperaldostéronismes. J'ai pas traité les hyperaldostéronismes, là, dans cette conf. Enfin, on le verra quand on fera la correction. Parce que je trouvais pas ça forcément. Enfin, je trouvais pas que je pouvais faire des sujets plus atypiques et pas hors sujet par rapport à ce qui tombe, en fait. Pour moi, ce qui tombe, c'est ce qui peut tomber vraiment au concours, quoi. Ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Le seul truc, est-ce que tu trouves pertinent de faire les annales en dessous des années 2000? Alors, moi, quand je révisais les annales, je faisais les sujets depuis le début, enfin toutes les annales, mais je faisais pas les dossiers avec la correction du CNG. Moi, je faisais avec mes cours. Enfin, la correction, c'était mon cours en fait. Donc, oui et non. Oui, il y a des sujets qui servent à rien, on est d'accord. Mais bon, je faisais tout. Après, moi, je suis doublante, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, quand j'étais doublante, j'avais le temps de tout faire. Voilà, si ça répond à la question. Et du coup, voilà, donc pas d'hyperaldostéronisme. Et pour tout ce qui est le système rénine-angiotensin-aldostérone, les phéochromocytomes, c'est au programme théoriquement, mais ça n'est plus au programme de l'internat des médecines. Donc je le vois mal nous le faire tomber. Je vous l'ai quand même mis dans la fiche que je vous ai donnée parce que comme ça, si jamais ça tombe, vous n'aurez pas de surprise. J'ai mis plein de mots-clés et tout, de trucs qu'il faudrait ressortir, je pense, si ça tombe. Franchement, j'y crois pas trop. Parce que si je me dis qu'aux EDN et aux ECN, ils l'ont pas, je vois pas trop pourquoi nous on l'aurait. Mais bon, voilà, on sait jamais. Donc du coup, on va direct aller sur les cas. J'espère que j'ai pas fait trop de boulettes. C'est très possible que j'en ai fait. Donc si jamais vous trouvez des trucs illogiques ou pas clairs ou que vous aimez pas comment j'ai fait le sujet, je prends toute remarque. Je pourrais carrément changer des trucs. La dernière conf, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des petites boulettes. Donc du coup, le cas numéro un, je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais lire les trucs. T'as les sujets, je vais faire la correction moi-même, sauf si vous êtes chaud de me répondre. Et si jamais vous avez des questions pendant que j'explique, vous me mettez dans la discussion par message, parce que je suppose que c'est enfin, la dernière fois vous aimiez bien faire ça, donc on va continuer comme ça. Donc du coup, Madame S, 70 ans, avec des antécédents d'hypothyroïdie et de purpura thrombocytopénique immun, donc de PTI, qui se présente aux urgences pour des troubles fluctuants de la conscience associés un tableau clinique de gastro-entérite évoluant depuis 2 jours, ainsi que des crampes musculaires. Et donc à l'interrogatoire de la famille, on retrouve des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements et une asthénie intense. Et elle présente des marbrures au membre inférieur et un pli cutané. Oui, j'ai mis un message tout à l'heure pour la correction. En fait, je me rendais compte que mettre qu'elle n'avait pas de pli cutané, ça servait à rien. Et en plus, c'était pas forcément très sympa. Donc elle a bien un pli cutané. Voilà. Et donc, elle présente les signes suivants, donc 152 battements par minute, la tension à 8,6, la température à 39,5. Au moment du transfert en réa, la tension a chuté à 6,4 et le sondage urinaire, il ne permet pas une reprise de la miction.
Et au bilan biologique, donc on retrouve tous ces trucs. Et du coup, la question 1 classique, c'était d'analyser le bilan bio et quel était le bilan d'extension. Donc du coup, je vais le faire direct, ça ira plus vite comme ça. Donc, on avait une hypoglycémie, l'hématocrite, bon, on peut pas dire grand-chose sur l'hématocrite comme ça, de manière isolée. Le pH diminué, donc on avait une acidose. Les bicarb diminués, donc une acidose, enfin une hypobicarbonatémie. Les lactates étaient augmentés, hyperlactatémie. La PO2, ah purée, désolé, j'arrive pas à enlever vos messages. La PO2 était normale, donc normoxy. La PCO2 normale aussi, normocapnie. Et on avait une petite hyponatrémie, bon, c'était pas fou non plus. Et une hypercalémie sévère, vu qu'on était supérieur à 5, si c'est bien ça, je me souviens plus, je crois que c'est ça, oui. Et du coup, on avait donc, en conclusion de ce bilan bio, une hypoglycémie plus une hyponatrémie plus une hypercalémie. Et cette hypercalémie, elle engendrait une acidose métabolique de transfert sans compensation respiratoire. Donc l'acidose métabolique de transfert, je sais pas si ça parle à tout le monde, moi j'aimais bien le mettre dans mes dossiers. C'est quand on a une hyperkaliémie au niveau des membranes cellulaires, on a un cotransporteur HK, et donc du coup, ben, ça fait transvaser des H et des K pour essayer de compenser un peu quand il y a trop de K ou de H+, de chaque côté de la membrane. Et comment c'est que c'est de transfert? Moi, j'en savais rien, mais je le mettais à chaque fois parce que je me disais que je pouvais pas perdre de points dessus. Très clairement, tous les dossiers de bioche, si je me trompe pas, c'était des... Quand il y a les signes pour le dire. Quand il y a une hypercalémie et une acidose métabolique, c'est de transfert. Pour moi, au concours. Je le mettais à chaque fois. Ah si, peut-être. J'avoue, je connais plus les... Alors, pardon. Donc, la glycémie, je regarderai, mais je fais confiance parce que moi, perso, ça fait un moment que j'ai passé le concours, donc je me souviens plus. C'est un ou un 10, je sais pas. Je- Il me semble que je l'ai fait avec le cours à côté, donc ok, c'est un. Donc, du coup, ok, parfait, merci les gars. Pour l'hypercalémie avec acidose métabolique de transfert, qui peut aussi être une acidose métabolique avec une hypercalémie de transfert, dans les deux cas, ça marche. C'est qu'on a un cotransporteur au niveau de la membrane des cellules, donc en contact avec le sang, quoi. Et quand on a trop de cas dans le sang, par exemple, si on a une hypercalémie, ça va faire rentrer le potassium dans la cellule et en échange, pour pas qu'il y ait un déséquilibre des charges, ça va faire sortir des H+ dans le sang, ce qui induit une acidose métabolique. Voilà. Donc voilà. Et dans l'autre sens aussi, genre, si on a une acidose, ça va faire rentrer des H+ dans la cellule et en échange, ça fera sortir des K+. Donc ça fera une hypercalémie. Voilà. Donc pour moi, dès qu'il y avait une hypercalémie et une acidose, et voilà, enfin, c'était de transfert en bioche. Après, je suis pas particulièrement une spécialiste, mais je mettais ça dans mes dossiers parce que je trouvais ça cool comme mot-clé et que ça permettait de lier les deux entre eux en physiopathe. Voilà. Et donc après, pas de compensation respiratoire parce que ben, PO2, PCO2 normal. Et donc du coup, le fait qu'il y ait une hypoglycémie, plus une hyponatrémie, plus une hypercalémie, c'était la triade évocatrice d'une insuffisance surrénalienne aiguë au niveau biochimique, même si on voit après dans le dossier que c'est pas vraiment ça qui fait on pense à une insuffisance surrénalienne aiguë, c'est plus le contexte et la clinique, enfin, les symptômes, quoi. Et voilà, bon après, bon, le truc en bas là, c'est la légende. Bon, je fais pas l'affront de vous dire qu'il faut légender vos tableaux, parce que sinon vous avez des points, enfin vous perdez des points quoi, si vous expliquez pas vos termes. L'acide, oui, tu peux parler d'acidose lactique, si tu veux. Oui.
En soi, oui, c'est possible. Elle est quand même métabolique. Enfin, les acidoses lactiques sont métaboliques, mais oui, tu peux. Euh, C'était bon pour vous, le bilan bio ou pas? En fait, ce que je voulais vraiment montrer, c'était la triade, là. Donc, j'espère que c'est vraiment le truc qui fait, faut que ça fasse tilt, quoi. Donc, on suspecte une insuffisance surrénalienne aiguë, donc qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et donc, l'examen complémentaire, c'est le diagnostic hormonal rétrospectif, plus le bilan de retentissement d'égalité. Mais bon, c'est pas fait. Enfin, vu que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, l'insuffisance surrénalienne aiguë, tous ces dosages-là, plasmatiques, qu'ils soient statiques ou dynamiques, c'est pas fait dans l'urgence, hein. Ça, c'est rétrospectif, c'est voilà, c'est après quoi. Enfin, on s'en fout. On traite d'abord et après on dose pour être sûr qu'on a bien traité. De toute façon, il n'y a pas de gros risques à mettre des corticoïdes à quelqu'un. Si c'est pas ça, quoi, ils s'en rendent compte rapidement. Donc du coup, les dosages statiques, c'était le cortisol plasmatique à 8 heures, donc qui sera abaissé, logique. Et l'ACTH plasmatique qui sera normal, bah, parce qu'on n'a pas d'atteinte hypophysaire, donc c'est pas parce qu'on n'a pas une hypocortisolémie parce qu'on n'a pas d'ACTH. L'ACTH marche bien, donc le niveau hypophysaire il n'est pas atteint. Mais pas, et on n'a pas non plus une perte du rétrocontrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cortisol. Donc normalement, quand on n'a pas de cortisol, l'ACTH, il n'y a plus le rétrocontrôle négatif dessus. Et donc il va être augmenté, ce qui là n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est aigu. Si c'était chronique, on pourrait avoir un ACTH qui est augmenté par perte du rétrocontrôle, mais là, c'est pas le cas. Voilà, et après, dosage dynamique, donc test au synactène, donc qui est le synactène analogue synthétique de la CTH. Le test au synactène, c'est le test de référence des diagnostics rétroactifs pour tout ce qui est surrénalien, enfin tout ce qui est atteint, ouais, tout ce qui est surrénalien. Et donc, ça va, bah, vu que c'est un analogue du CTH, stimuler une sécrétion de cortisol par les surrénales en agissant comme la CTH. Et là, ben, on voit bien que même si on rajoute un analogue, ça permet pas la sécrétion de cortisol. Donc, du coup, on a bien une insuffisance surrénalienne aiguë d'origine périphérique. En gros, voilà. Enfin, si notre hypothèse est vérifiée. Donc, ça, c'était ce qu'il fallait mettre comme dosage. Je sais pas si ça vous va, ou si j'ai pas été clair sur un truc. Pas dire que c'était bon. Nickel. La question 2. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être changé le titre de la question parce qu'elle est un peu pourrave, genre quel syndrome. Bon, déjà, est-ce qu'on évalue les minéralocorticoïdes? Non, parce que l'aldostérone, elle dépend du système rénine-angiotensine, aldostérone, et qu'elle dépend pas de l'axe corticotrope. Donc tu l'évalues pas. T'évalues par contre, petit jeu de mots fun, MDR, tu évalues l'activité minérale corticoïde du cortisol, mais c'est quand même du cortisol, quoi. Puisque le cortisol, il a deux activités, mais c'est tout. Voilà, voilà. Question 2 était un peu pourrave, sachant qu'en plus, il vous poserait jamais ce genre de questions. Genre, j'ai voulu être gentil en vous détaillant bien les questions. Eux, ils vous demanderaient juste qui a le patient, quoi, clairement. Euh, et puis, c'est pas que des syndromes, parce que bon, un syndrome, c'est une définition particulière. Donc, si on peut chipoter, je dirais que c'est pas que des syndromes. Donc, en soi, vous pourrez euh, changer cette question ou l'enlever. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle avait, Madame S? Elle avait bon, une altération de l'état général vu qu'elle avait de l'asthénie. Euh, Moi, je mettais quand même altération de l'état général, même si j'avais pas asthénie, amaigrissement et anorexie, euh, parce que je me disais que ça faisait quand même un mot-clé. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs écoles sur ça, il y en a qui, je vais revenir dessus. Alors, j'ai une façon très spéciale, je pense, de faire mes dossiers, c'est que j'écris beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies dans le sens où on les connaît. Bon, je vais revenir dessus sur le syndrome infectieux. Donc, altération de l'état général, je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut asthénie, anorexie, amaigrissement pour le mettre. Moi, je le mets dès que j'en ai un des trois, parce que je me dis que ça mange pas de pain. Trouble neuro, donc là, les troubles de la conscience, voilà.
Troubles digestifs, donc elle avait un syndrome gastro-entéritique, ça de toute façon c'était écrit dans le sujet parce elle avait douleur abdos, diarrhée, vomissement et fièvre. Syndrome infectieux, hyperthermie. En fait, moi j'écrivais très clairement parce que j'avais vu j'avais une tutrice quand j'étais doublante qui disait qu'elle écrivait ça dans tous les sujets où il y avait une température corporelle qui était élevée. Elle écrivait très clairement. Là, je l'ai pas fait d'ailleurs, j'aurais dû. Syndrome infectieux égale hyperthermie égale fièvre. Voilà. Et donc, du coup, dès que j'avais de la température, j'écrivais les trois parce que je me dis, ça prend 30 secondes. Et en fait, un mot-clé, ça fait gagner tellement de points. Donc, c'est pas forcément qu'il y a une infection, mais je le mettais quand même. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y a une infection sous-jacente, ça veut juste, je sais pas. Je mettais ça comme mot-clé et j'ai eu des assez bonnes notes en faisant ça. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, je sais que je mettais beaucoup, beaucoup de mots-clés, même quand ça n'avait pas forcément de rapport avec le sujet, pour montrer que j'avais compris. Oui, ou inflammatoire, si tu veux. Oui, pour moi, c'était la même chose. Tout à fait. Euh, Donc, du coup, ce que je voulais vous faire faire avec cette question, en fait, la question 2, c'était que je voulais vous faire trouver le choc hypovolémique. D'où mon erreur de ne pas avoir mis qu'elle avait un pli cutané, mais bon, bref, voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de syndrome métabolique avec l'hypoglycémie? Pour moi, le syndrome métabolique, c'est plus genre tout ce qui va aller vers tout ce qui est athéromateux. Quand on me dit syndrome métabolique, ça me fait penser à ça, genre c'est hyperglycémie, hypertension artérielle, dyslipidémie, tout ça, ça c'est syndrome métabolique, ça. Hyperuricémie, ouais, tout ça. Donc pour moi, non. Tu peux mettre atteinte métabolique si tu veux, mais c'est pas un syndrome métabolique pour moi. Après, vous perdez pas de points en soi si vous avez envie de tenter des petits trucs comme ça. J'ai pas la réponse à tout, hein. Je propose des trucs que moi je faisais. Si vous trouvez ça pourri comment je fais et que vous voulez tenter des trucs, franchement, allez-y. Moi, j'ai beaucoup progressé, blague à part, quand j'ai arrêté de me mettre des barrières comme ça sur les mots et les expressions et que j'ai juste tenté des trucs sur mes copines en me disant fuck it, ça va, peut-être ça passera pas. A priori, il n'y a pas de point négatif, donc tant que j'écris pas des grosses dingueries et que je tue pas mon patient, je peux tenter de mettre syndrome ou atteinte machin alors que c'est pas le cas. Voilà. Donc, je sais pas. Du coup, le choc. Donc, la déshydratation extracellulaire, on la voyait avec le pli et l'hémoconcentration, vu que l'hématocrit était augmenté. Il n'y avait pas, je suis d'accord, d'hypernatrémie qui permet aussi de caractériser la déshydratation, mais vu qu'on est dans un cas où il y a une insuffisance rénale aiguë, ben, c'est une hyponatrémie le critère diagnostique, donc il n'y avait pas d'hypernatrémie dans ce sens-là. Donc le choc après sur la déshydratation, il était caractérisé par la tachycardie, l'hypotension sévère qui en plus s'aggrave avec le temps, l'anurie qui était caractérisée par le fait qu'elle n'a pas repris de miction même après un sondage. Ça c'est pas forcément caractéristique d'un choc hypovolémique, genre si c'est isolé, mais là dans ce cas-là avec tout le reste du contexte c'était le cas. Les marbrures des membres inférieurs, les myalgies et l'altération de la conscience. Du coup, voilà, tout ça, ça a caractérisé le choc hypovolémique. Qui, les marbrures, ça fait quoi? C'est-à-dire, ça fait quoi? Ça veut dire que tu as une insuffisance. Enfin, quand tu as un choc hypovolémique, c'est que t'as pas de. Non, les marbrures, c'était. Oui, ça. Les marbrures, c'est pas un argument de déshydratation extracellulaire pour moi, mais plus un argument de choc qui soit hypovolémique, hémorragique, septique et tout. Ça fait vraiment défaillance viscérale parce que les marbrures, ça veut dire qu'il n'y a pas le sang qui arrive jusqu'à tous les organes en fait. Voilà, signe d'hypoxie entre autres. Hypoxie soit juste voilà, hypoperfusion, c'est ça.
Merci. Je trouve pas mes mots. Exactement. Hypoxie si c'est pas oxygéné et hypoperfusion si c'est oxygéné mais qu'il n'y a pas assez de flotte dans tous les cas vu que t'es en hypovolémie, quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, c'était plus pour le choc plus que pour la déshydratation. Je sais pas si ça vous allait ou si vous aviez mis d'autres trucs dans cette question. Petite question à questionner dans le bilan d'extension. Je sais pas si t'as parlé, on peut chercher une étude infectieuse ou c'est hors sujet. Tu peux, tu peux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire dans un sujet qui tombe comme ça. Là, je l'ai pas mis parce qu'effectivement, elle a eu une rhinopharyngite et elle a arrêté ses corticoïdes sur la rhinopharyngite, même si c'est la question d'après. Mais oui, tu peux et tu dois l'écrire, tout à fait. Rechercher l'étiologie. Moi, j'étais partie sur choc septique vu le contexte infectieux. C'est pas plus bête parce qu'en soi, tu peux faire un choc hypovolémique sur un choc septique. Tout va ensemble, soyons fous. Donc oui, tu peux tout à fait. Ça me choque pas du tout. En plus, elle a de la fièvre, elle a une rhinopharyngite, donc pourquoi pas. S'argumente et ça fait un mot-clé en plus. Il y en a d'autres qui avaient des trucs en plus. Non. Ok, bon, du coup, la suite. Alors, de quoi elle semble atteinte? On en a déjà parlé, mais du coup, là, c'est le moment de faire. Ça, c'est vraiment la question, en fait, qu'ils vous auraient posée, et moi, je vous l'ai trop mis en plusieurs parties, j'aurais peut-être pas dû. Donc, du coup, c'est une femme de 70 ans qui a des antécédents endocriniens et auto-immuns, donc hypothyroïdie et PTI. Et donc, au niveau de la chronologie, c'est quelque chose qui s'est présenté vraiment dans les jours précédents, donc ça a un caractère aigu. Moi, j'aimais bien caractériser la chronologie. Je trouve ça intéressant et je trouve ça important, ça rajoute des mots-clés aussi. Au niveau de l'anamnèse, donc, on a une rhinopharyngite qui a empêché toute prise de corticoïdes, de corticothérapie de fond pour son PTI. Et au niveau de la clinique, donc on a le choc hypovolémique, voire le collapsus, mais bon, on n'est pas jusque-là. Sur la déshydratation, l'atteinte neuro avec trouble de la conscience, le syndrome infectieux, où là du coup j'avais remis rhinopharyngite, hyperthermie. Donc ça c'est l'étiologie effectivement de la décompensation. Et les troubles digestifs, donc le syndrome gastro-entéritique qui en fait du coup n'est pas l'origine infectieuse, c'est juste le syndrome, quoi. On peut rêver penser que c'était une infection à porte d'entrée digestive, mais du coup on se rend compte que c'est rhino plutôt que gastro, et après bah, crampes et myalgie sur les troubles musculo-squelettiques. Et donc la biologie, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, la triade hyponatrémie, hyperkaliémie, hypoglycémie. Oui, je sais pas si quelqu'un veut parler, si c'était une erreur. Euh, Et après, du coup, là, il y avait le dosage du cortisol total et du cortisol libre urinaire qui était fait. Les deux étaient abaissés, donc hypocortisolémie et hypocortisolurie. Et donc, du coup, insuffisance surrénalienne aiguë. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une insuffisance de fonctionnement du cortex surrénalien qui est responsable de la synthèse de cortisol, aldostérone, DHEA. Et c'est de caractère aigu. Euh, J'aurais pu rajouter que c'est la première. Enfin, que la première étiologie d'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est une décompensation d'insuffisance surrénalienne chronique, parce que c'est vrai. Ça aurait pas été de trop dans la définition, parce que j'aime bien rajouter des petits trucs dans mes définitions quand j'ai le temps. Et donc, voilà, diagnostic différentiel, effectivement, le choc septique, qui pouvait juste expliquer, enfin, qui pouvait en soi, le choc septique, enfin, les chocs, dans tous les cas, ça peut aller un peu n'importe où, donc ça dérègle un peu tout. Ça peut faire des signes qui sont semblables. Et après, bon, tumeurs des surrénales, parce que de toute façon, les tumeurs, ça peut, on se mouille jamais trop. En proposant des tumeurs, ça peut enfin, faire des pseudos, enfin, avoir des tableaux semblables à d'autres pathologies. Donc voilà. Est-ce que c'est juste de penser ici à une ISA sur une insuffisance surrénale lente? Chronique, tu veux dire? Bah oui, et c'est justement. C'est. Alors, c'est. Alors, pour la première question, oui, c'est ça.
Mais du coup, il fallait pas le dire dans cette question parce que je vous demande la physiopathe après. Donc c'est la question d'après, oui, il faut l'expliquer. Mais oui, c'est exactement ça. Et est-ce que c'est une insuffisance corticotrope aiguë? Corticotrope, ça veut dire une insuffisance surrénalienne d'origine centrale. Donc non, parce que c'est pas central, c'est périphérique. Mais par contre, c'est bien aigu, oui. Je sais pas si ça répond à ta question. Euh, Corticotrope, pour moi, c'est central, hein. Là, c'est périphérique. Comment on sait si c'est lié à l'arrêt de la corticothérapie ou à Addison décompensé? Je vais vous l'expliquer après. Addison, par contre, c'est... Ouais, ok. J'avais pensé à un syndrome de Schmidt, je crois que tu en avais pas la dernière conf. Alors, le syndrome de Schmidt, pas mal, mais c'est pas ce sujet, effectivement. Mais c'est pas ça parce que le syndrome de Schmidt, c'est sur des insuffisances surrénaliennes chroniques. Bon, je vais vous expliquer la question d'après, je pense. Au moins, ce sera pas. Enfin, si jamais c'est pas clair ce que je dis, au moins vous aurez toutes mes explications. On pourra repartir d'un bon pied. Du coup, la physiopathe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Madame S en fait? C'est que Madame S, elle a un PTI. Un PTI où elle prend de la corticothérapie au long cours. Bon, ce qui n'est pas le traitement le plus fréquent du PTI parce que d'habitude c'est des blocs de dexaméthasone, pas du tout au long cours pour les crises. Mais bon, dans ce cas-là, j'avais envie de vous mettre ça. Et de toute façon, on vous le disait dans le sujet. Donc voilà. Et donc, en fait, quand on a une corticothérapie au long cours, qu'est-ce qui se passe? On a un apport massif de glucocorticoïdes, ce qui en fait va faire un rétrocontrôle négatif sur l'ACTH au niveau hypophysaire. Et donc, si on n'a pas d'ACTH qui est sécrété, on n'a pas de corticoïdes qui sont sécrétés par les surrénales. En fait, on coupe complètement l'axe corticotrope. Ça devient le seul apport en glucocorticoïdes qu'on a, c'est un apport qui est synthétique par les médicaments. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne chronique, iatrogène médicamenteuse. Donc, oui, c'est une insuffisance surrénalienne chronique, mais qui est due aux médicaments. Donc, ça répond un peu oui à tout le monde. Je ne trompe pas vraiment, mais parce que c'est vraiment le cas, je l'ai même mis dans les étiologies de mon cours. C'est vraiment pour ça, et c'est pour ça que les gens décompensent quand ils arrêtent leur traitement. Donc là, c'est le cas. Elle a arrêté sa corticothérapie parce qu'elle avait une rhinopharyngite. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Donc là, euh, que ce soit là, en fait, le fait d'arrêter dans ce dossier-là, la rhinopharyngite en elle-même aurait pu faire décompenser son insuffisance surrénalienne chronique iatrogène. Mais là, en plus, elle a arrêté les traitements, quoi. Donc il y a double raison que ça parte en couille. Quand on arrête brutalement les corticoïdes, comme c'est le cas là, l'axe corticotrope, il va pas direct capter qu'il s'est passé quelque chose. Il va pas se remettre instantanément en route. Et en fait, on se retrouve avec plus aucun glucocorticoïde. Et ça, c'est gravissime, du coup. Donc c'est à ce moment-là qu'on a une insuffisance surrénalienne aiguë. Le temps que ça se remette en marche. Mais ça met plusieurs jours, je pense. J'ai pas vraiment de chiffres à vous donner, mais c'est un peu ça. Et donc, si on n'a pas d'activité glucocorticoïde et minéralocorticoïde, mais dans un enfin, moins importante quand même, parce que c'est quand même lié au cortisol ou au corticoïde. On ne parle pas du tout d'aldostérone, là, vu que j'ai dit que ça dépend pas de cet axe. On va avoir des troubles métaboliques et hydroélectrolytiques, comme c'est le cas ici. Et donc, la plus grosse complication qui fait que les gens meurent d'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est qu'ils se déshydratent, comme là c'est le cas, et qu'ils font un choc et un collapsus. Voilà. Ça doit être pris en charge hyper rapidement. Le corps, il ne peut pas fonctionner sans cortisol, quoi. Qu'il soit naturel ou synthétique. Voilà. Et une insuffisance corticotrope, c'est une insuffisance surrénalienne centrale. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ACTH produite naturellement. Là, c'est qu'on a Là, c'est qu'on a un trop important rétrocontrôle négatif sur l'ACTH via les corticoïdes qu'on prend de manière médicamenteuse, quoi. Je sais pas si ça te répond. Si tu veux, tu induis une insuffisance corticotrope, une pseudo-insuffisance corticotrope
Quand tu prends tes corticoïdes, vu que en soi tu mets un rétrocontrôle négatif sur ton hypophyse, donc tu n'as pas d'ACTH, on est d'accord. Mais quand je parle d'insuffisance corticotrope, je parle d'insuffisance surrénalienne chronique centrale d'origine pathologique, pas induite par les médicaments. Voilà, j'espère que c'est clair. Top, nickel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça ou pas? Sinon je recommence en expliquant autrement parce que c'est important à comprendre, je pense. Ok, nickel. Non, t'es pas du tout chiant, vas-y, dis. Ok, donc je recommence. Si tu as un PTI ou n'importe quelle autre maladie, souvent c'est des maladies auto-immunes, où tu as des corticoïdes au long cours, tu vas apporter au taquet de corticoïdes à ton corps, qui va se comporter du coup comme ton cortisol et qui va sur l'axe corticotrope, donc là où on a les surrénales qui font le cortisol, l'hypophyse qui fait la CTH et l'hypothalamus qui fait la CRH. Si tu mets à balle de cortisol ou de corticoïdes, ça fait un rétrocontrôle négatif sur ton hypophyse et ton hypothalamus. Donc, bon, l'hypothalamus, on y est même, c'est même pas une question, là, on reste juste entre l'étage hypophysaire et périphérique. Tu induis un super gros rétrocontrôle sur ton hypophyse, tu n'as plus d'ACTH. Et donc, tu n'as plus d'activité surrénalienne parce que ton activité surrénalienne, elle dépend de cet ACTH. Donc, tu n'as ni de l'ACTH naturel, ni du cortisol naturel. Ton corps fonctionne qu'avec les corticoïdes que tu leur apportes. Donc, tu ne ressens pas une insuffisance surrénalienne parce que tu as quelque chose qui est apporté mais qui est exogène. Par contre, si on prend vraiment biologiquement ton corps, ton axe corticotrope est au repos et donc tu as une insuffisance surrénalienne chronique périphérique parce que ça part pseudo-périphérique si on veut, même si ça touche tout l'axe, iatrogène médicamenteuse. Voilà. Et c'est chronique parce que tu prends ton traitement chronique. Si tu arrêtes de prendre tes corticoïdes de manière brutale sans faire ce... Je finis comme ça, je suis lancée. Mais tant mieux si t'as compris. Si tu arrêtes tes corticoïdes de manière brutale, et ben du coup, t'as plus ce pseudo-cortisol là, dont ton corps a besoin dans tous les cas en fait. Et quand tu arrêtes ça, ton corps il capte pas que tu as arrêté ton cortisol exogène là, et il se met pas direct à se remettre en route ton axe corticotrope. Donc du coup, tu es en insuffisance surrénalienne aiguë. Voilà. Et donc du coup, bah, tu décompenses et ça fait ben, le tableau qu'on a. Voilà. J'espère que ça va à tout le monde. Avec plaisir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui se cache derrière tous les dossiers. Ça tombe souvent, mais je sais que c'est pas forcément hyper expliqué dans le détail tout le temps. Donc je voulais quand même vous expliquer vraiment ce qui se passe derrière. Parce qu'on sait que faut pas arrêter les corticoïdes, mais on sait pas ce que ça fait en fait. Enfin, mon perso, je savais pas. Je sais pas si vous l'avez vu en cours, mais voilà. Donc voilà, la suite. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite là? Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une urgence thérapeutique avec le pronostic vital qui est engagé. Du coup, la dame, on va la chercher. Enfin, là, elle est déjà là, mais si on allait la chercher chez elle, déjà dans le camion SAMU, on lui mettrait de l'hydrocortisone avant toute chose en fait. Soit en sous-cut, oui, souvent c'est en sous-cut. Parce qu'on n'attend pas les résultats biologiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on traite et au pire, la personne elle s'est pris de l'hydrocortisone. Bon, voilà, au pire, on lui a fait le soir et elle va pas dormir. C'est pas très grave. Les mesures générales, donc on hospitalise d'urgence en réa ou en soins intensifs. Moi, je mettais ces hospitalisations d'urgence en réa ou soins intensifs. Il y a tous les mots-clés. Voilà. J'aime bien quand on dit prise en charge et pas traitement. Je l'avais déjà dit à ma conf sur les dysthyroïdies. J'aime bien aller au-delà de juste les médicaments en fait, parce que les patients, on les traite pas que avec des médocs. Il y a des trucs à faire en plus. On fait un scope cardio-tensionnel. Alors, un scope, quand je dis scope, c'est que je compte dedans tout ce qui est la prise de tension régulière et le CG, voilà. Tout ce qui est tous les fils là qu'on met aux patients quand ils sont en réa ou en soins intensifs.
t'as ton cœur qui est suivi vraiment régulièrement, et ta tension, et ta SAT. Donc voilà, et ça c'est voilà. Et là notamment, là où vraiment ça doit faire, tilt, comme je le disais déjà la dernière fois pour les dysthyroïdies avec les hormones thyroïdiennes et les troubles du rythme, là c'est pareil en fait, hein, l'hyperkaliémie, c'est une catastrophe pour le cœur. Donc le CG là, ça doit vraiment, je l'ai pas marqué parce que j'ai marqué SCOP, mais j'aurais même pu rajouter ECG quoi. C'est vraiment hyper important de le noter ça. Pour moi, c'est vraiment le moi j'ai déjà commencé à bosser à l'hôpital, la kaliémie, je fais ça toute la journée quoi en clinique. Mettre, je suis en géria, la kaliémie, c'est vraiment le truc qui fait trop chier et les patients, ils décompensent de fou sur des hypercalémies ou des hypokaliémies. Ça se surveille énormément. Donc bref, ensuite, pose de voie veineuse périphérique ou centrale. Bon, ça, voilà. Si vous avez le temps de l'écrire, c'est toujours cool parce que ça fait des mots-clés. Oxygénothérapie, bon là, la PO2 et la PCO2 étaient OK, mais bon, on sait jamais. Traitement antalgique, anxiolytique, parce que voilà, bon là, elle était elle avait des troubles de la conscience, donc pas forcément besoin d'anxiolytique, mais bon, quand on se réveille, si on reprend un peu conscience, on peut être un peu stressé, hein, parce que c'est quand même assez traumatisant, donc on n'oublie pas ça. Traitement symptomatique, donc pour le choc, alors, pour tout ce qui est les troubles hydroélectrolytiques, que ce soit pour des dossiers de bioche vraiment purs, ou des dossiers d'infection, parce que souvent les patients ils se déshydratent sur des infections. Notamment, je parle des dossiers d'infection du tube digestif. Les solutés de remplissage, c'est votre leçon, mais vraiment best friend en fait. Genre, personne n'y pense. Ça rapporte au taquet de points. Je me souviens l'année dernière, à mon concours blanc, je me suis chiée sur un dossier de SHU en infectio. J'en ai trouvé ni... Enfin, j'ai trouvé le SHU, mais je me suis chiée de bactéries, donc vraiment c'était mal parti pour moi. Et j'ai eu des notes pas trop dégueu parce que, alors, est-ce que j'ai une fiche sur ça? Non. Euh, mais il y a un cours dessus dans le livre Médoc, mais le rouge là. Je sais plus comment il s'appelle. Et ça suffit en fait, ça. Dans le livre de Médoc, même dans le de Boeck, je crois qu'il y en a, moi je faisais pas avec celui-là, mais le Medline, voilà. Ouais. Ça suffit. Déjà, apprends ces deux pages-là. Franchement, tu le ressors à toutes les sauces, tous les dossiers, tu mets un petit soluté. Franchement, ça passe toujours nickel, personne n'y pense. Et donc, du coup, je disais, pour le SHU, je me suis chié de bactéries, donc c'était mal barré pour moi. Sur un dossier de microbio, voilà. Et en fait, j'ai fait une page et demie entière de traitements symptomatiques, dont des traitements de réhydratation. Et j'ai eu au taquet de points. Sur un dossier, je me suis chié. Bon, le jour du concours, vous pouvez pas trop vous chier sur le diagnostic, mais en tout cas, sur un dossier où vous n'êtes pas fou sur les détails, ça fait taquer gagner de points. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, du coup, pour vous montrer un peu ce que j'aurais fait, sur le choc hypovolémique, on va faire un remplissage cardiovasculaire de solutions colloïdes parce que ça a un pouvoir expansif qui est beaucoup plus important que les solutions cristalloïdes. Donc de l'albumine parce que les gélatines et les DHEA, je crois que ça s'appelle, ou BHEA, bon, je sais plus. Je crois qu'on les utilise plus, si je ne me trompe plus, enfin si je ne me trompe pas. Il me semble il y avait des QCM sur ça, l'année dernière avec Aurélie, on les avait échangés dans la base de données là. Ouais, voilà, plus commercialisé, c'est ça, merci. Et donc du coup, on fait une réhydratation via le pouvoir oncotique, parce que les colloïdes, c'est un pouvoir oncotique, les cristalloïdes, c'est un pouvoir osmotique. Et après, bah, du coup, je faisais comme système EDOC, c'est-à-dire classe thérapeutique, c'est classe thérapeutique soluté de remplissage, classe pharmacologique soluté de remplissage colloïde ou solution colloïde, après le nom. Et comment ça marche? Ça utilise un pouvoir oncotique. Petite définition de ce que c'est le pouvoir oncotique avec les protéines plasmatiques et tout. C'est écrit dans le Medline, ça, vous l'avez tout, comment ça marche. Et après, effet indésirable. C'est quoi les effets indésirables des solutés de remplissage? La plupart du temps, c'est hémodilution et OAP. Voilà. Et ça, c'est cadeau en fait. Parce que ça a toutes les sauces en fait. Vous le mettez dans tous vos dossiers.
Et ça fait, mais à balle de mots-clés, c'est cadeau, voilà. Donc j'espère que vous mettrez des solutés dans le visage. Moi, en tout cas, je l'ai fait, ça a très bien marché pour moi, donc voilà, je le recommande. Ensuite, pour l'hyponatrémie, normalement, dans les trois quarts des cas de dossier, si le patient n'est pas en hypovolémie vraiment catastrophique comme ici, le traitement d'une hyponatrémie, c'est la restriction hydrique. Mais là, bon, vous l'avez compris, bon déjà, elle est déjà en restriction hydrique parce qu'elle est dans le coma quasiment, donc elle va pas boire. Mais là, on va pas ne pas lui mettre de flotte, quoi, parce que elle a vraiment une hypovolémie de fou. Donc, on va quand même mettre du NaCl, mais on va le mettre un peu hyperosmotique, parce que, ben, oui, on va mettre forcément de l'eau avec, donc ça va le diluer, mais bon, on peut pas faire autrement. L'hypoglycémie, pareil, on met du G5, même si aussi ça va diluer, vu qu'on met plein de liquide, bon, ça, on n'a pas trop le choix. Et l'hyperkaliémie, je sais que c'est pas forcément dans les médocs à savoir, mais une hypercalémie à 5,2, les deux réflexes, c'est franchement ECG et le caïxalate, là, ou le sulfonate de. Enfin, les résines qui chélatent, quoi. Parce que ça, c'est vraiment. À l'hôpital, ça, c'est tous les jours, quoi. Enfin, vraiment. Donc, je me dis, bon, ça prend pas beaucoup de temps, même si ça fait pas partie des médocs vraiment qui sont dans le Deboëck ou quoi. Ça peut être intéressant. Ouais, le G30 aussi, ouais, carrément. Ce que tu veux. C'est juste, voilà, moi, voilà, je voulais que, en fait, je voulais que vous, quand on fait les dossiers, vous voyez, de tox, on fait vraiment, tu sais, symptomatique, curatif, enfin, tout ça. Et dans les traitements symptomatiques en tox, on prend tous les symptômes un par un et on les traite un par un. Parce que c'est comme ça qu'ils font un peu aux urgences. Euh, Bah, pour les trucs de bioche ou un peu comme ça, où vous savez pas où vous allez avec le traitement, ou alors que vous avez qu'un traitement, genre comme ici, il n'y a qu'un seul traitement et vous voulez vraiment mettre à balle de mots-clés parce que bah, vous préférez les médocs à la bioche ou à la sémio et tout, et que vous êtes à fond, bah, franchement, les traitements symptomatiques, c'est vraiment cadeau. Vous pouvez y aller mettre plein de trucs, quoi. On donne des bicards pour l'acidose. Euh, Tu pourrais, là, elle était pas si cata, je crois. Je me souviens plus de la valeur. Tu pourrais, mais là, vu que tu vas corriger l'hyperkaliémie, ça va corriger ton acidose. Si jamais ton acidose a été vraiment cata, tu pourrais, ouais, je suis d'accord. Donc en soi, tu peux. C'est pas de trop, c'est pas hors sujet. Effectivement, j'ai pas pensé. Et en tox, ils le font effectivement aussi sur les acidoses. Voilà, voilà. Vous aviez d'autres trucs, vous, sur cette partie-là? Vu que là, ça, c'était vraiment la prise en charge immédiate. Donc pour moi, j'avais pas mis le traitement curatif. Parce qu'en immédiat, on donne de l'hydrocortisone et, et on traite les symptômes. Ok, bon. Du coup, quelle prise en charge après on fait et quel suivi? Donc, une fois qu'on a donné de l'hydrocortisone en sous-cut dans l'urgence, on met de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, bon c'est pareil quoi, d'hydrocortisone, par voie intraveineuse pendant 3-4 jours, et après on fait un relais péros, bah, au long cours quoi, elle reprend son traitement habituel en fait. Parce que dans ma leçon, si vous avez fait le truc avec ma leçon, avec ma fille je veux dire, pardon, euh, il y avait marqué fludrocortisone. Ça, c'est le cas pour les insuffisances surrénaliennes aiguës de décompensation de suffisance surrénalienne chronique euh, qui sont genre auto-immunes, quoi. Où il y a vraiment rien qui est fait par les surrénales, quoi. Là, c'est juste la partie corticoïde, l'aldostérone, elle va très bien. Je sais pas si c'est OK pour vous ou pas. Pourquoi est-ce qu'on met de l'hydrocortisone dans le cas et l'hydrocortisone et le fludrocortisone dans les deux? OK, c'est bon. Dans l'autre, je veux dire. OK. Cool. Du coup, là, ok, je réexplique. Hydrocortisone, en fait, les corticoïdes,
il y a une espèce de classification qui est d'ailleurs dans le De Boeck, il me semble, avec les pouvoirs minéralocorticoïdes et glucocorticoïdes de chaque corticoïde. Je vais jamais avoir dit autant ce mot de ma vie, mais ok. Et donc en fait, euh, l'hydrocortisone c'est très glucocorticoïde, la fludrocortisone c'est plutôt minéralocorticoïde. Là, quand t'as une. En fait, il y a deux cas de figure, entre guillemets, pour savoir dans quel cas tu mets que de l'hydrocortisone ou hydrocortisone, fludrocortisone. Dans un cas qui est le plus souvent, où tu as une insuffisance surrénalienne aiguë qui est liée à un arrêt de corticoïdes, ton activité minéralocorticoïde, entre guillemets, elle n'est pas touchée vu que ton aldostérone marche encore. C'est que ton axe corticotrope qui est en pause. Ton système réninien-angiotensin-aldostérone, il va très bien, vu que c'est un leurre en fait que ton axe corticotrope marche pas. C'est pas une pathologie, c'est que c'est synthétique, comme je disais tout à l'heure, c'est induit par la prise de corticoïdes au long cours. Par contre, si tu as une insuffisance surrénalienne chronique auto-immune, par exemple, avec une atteinte surrénalienne vraiment qui est pathologique, qui n'est pas induite par un traitement, quoi, qui est ta maladie, quoi. Là, tu vas avoir une atteinte des glucocorticoïdes, donc du cortisol et de l'aldostérone. Parce que l'aldostérone, elle est quand même si elle ne dépend pas de l'axe corticotrope, elle est quand même synthétisée par tes surrénales. Et donc, si elles sont altérées, tes surrénales, tu auras un défaut d'aldostérone quand même. Et donc là, tu devras mettre en place une supplémentation par fludrocortisone. Voilà. J'espère que ça. Ok, parfait, nickel. Euh, donc, là, c'était juste un peu pour vous donner tous les trucs à écrire typiquement avec les corticoïdes, même si je suppose que je vous apprends rien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour les médocs, classe thérapeutique, classe pharmacologique, mécanisme, effet indésirable. Moi, j'en mettais trois, sauf les questions. Malheureusement, c'est plutôt sur ces types de sujets où ils vous demandent tous les effets indésirables des corticoïdes. Donc là, c'est sympa, on fait un petit échauffement du poignet et c'est parti pour 10 minutes. Mais du coup, classe thérapeutique, anti-inflammatoire stéroïdien, immunosuppresseur également. Classe pharmaco ou chimique, hein, c'est pareil, glucocorticoïdes. Et après, bah, du coup, les différents mécanismes des corticoïdes. Déjà qu'ils ont 500 effets indésirables, en plus ils ont 500 façons d'agir. L'effet anti-inflammatoire, il est via majoritairement l'inhibition des cytokines pro-inflammatoires IL1, IL6, TNF-alpha, mais également l'inhibition de la phospholipase A2 et de la COX-2, et puis aussi la NO-synthèse inductive. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais bon, je le mets quand même. Et donc ça diminue l'afflux de macrophages granulocytes, la migration transendothéliale et la synthèse des cosanoïdes pro-inflammatoires. Donc ça, c'est la partie anti-inflammatoire. Et la partie immunosuppresseur, c'est via l'inhibition du CMH2 et de l'IL2. Et donc ça diminue l'antigénicité des protéines et la prolifération lymphocytaire. Voilà. Bon, c'était juste pour vous donner tout, moi, ce que j'écrivais quand j'avais ces dossiers-là, parce que c'est bien d'être exhaustif, parce qu'on fait tous les mêmes réponses sur les trucs de Cushing et tout, donc c'est bien d'avoir des trucs en plus à pouvoir mettre. Et après, bon, les effets indésirables, vous avez tout dans ma fiche, mais bon, pour rappel, rétention hydrosodée, avec des œdèmes, hypokaliémie, syndrome cushingoïde, ostéoporose, hypercatabolisme protéique avec la fragilité des phanères, les, les vergetures, tout ça. La redistribution facio-tronculaire des graisses avec la bosse de bison, la moon face, la, je crois que c'est là où il y a une espèce de redistribution en pomme un peu androgénique des graisses. De toute façon, après, on a tout ce qui va être problème avec le DHEA, hein, le dihydroépiandrostérone. Oui, androstérone, c'est ça. Vu que, vu qu'on n'a pas, on va avoir tout ce qui est hirsutisme et tout, voilà. Trop sympa. Agitation, insomnie, ça peut même faire décompenser une bipolarité en accès maniaque, enfin bref, c'est vraiment trop top. Et puis bien sûr le risque infectieux. Et voilà, bon, il y en a plein d'autres des effets. Bon, voilà, on peut toujours aller plus loin, mais bon, on n'a pas forcément le temps.
Et donc du coup, pour la suite de la question, donc moi je vais, enfin bon, c'est pour quand vous avez le temps quoi, hein, Éductera, atelier de sensibilisation, carnet de suivi pour bien prendre ses traitements, des bilans biologiques réguliers parce que ben, comme j'ai dit tout à l'heure, les corticoïdes ça fait des effets indésirables, donc ça peut donner du diabète de type 2, ça peut donner l'hypertension artérielle, donc ça, tout ça, ça se surveille, voilà des troubles électrolytiques, on peut même aller plus loin, vu que ça donne de l'ostéoporose, on peut même dire qu'on peut aller faire tout ce qui est les bilans ostéoporotiques, tout ça, c'est, si vous avez le temps, c'est bienvenu aussi. Et prévention risque infectieux, donc voilà, on peut aussi, bon, c'est pas trop le cas, parce que ça fait des immunosuppressions, mais c'est pas non plus la cata. Antibiothérapie et antirétroviraux en prophylaxie, donc ce serait je sais pas, tout ce qui est Bactrim pour. Ouais, souvent quand ils sont immunodéprimés, les patients, c'est Bactrim, Valacyclovir. Si jamais vous voulez choisir des trucs, ça peut être de la Mox aussi. Bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et puis après, les vaccins. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous. Ah, non, c'est bon. Ok, tout est clair. Est-ce que vous avez des questions sur le dossier 1, des trucs qui vous vont pas, des trucs que vous auriez rajouté, que j'ai pas dit? Ou est-ce que je peux passer au dossier 2? Comme ça, on essaie de finir pas trop tard. Bon, je pense que c'est bon. Le dossier 2, du coup, ça c'est mon dossier un peu que je vous avais promis quand j'ai fait ma course sur la dysthyroïdie, les dysthyroïdies. Je vais un peu dans les coins là, avec ce dossier, mais jusqu'à la dernière question, vous êtes largement capable de tout faire. Et la dernière question, c'est juste parce que pour moi, je dis pas que ça peut tomber, mais ça vous entraîne à voir des trucs ensemble et à pas vous laisser déstabiliser par un dossier qui est un peu bizarre. Donc, du coup, bon, on va voir ce que c'est, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais voilà. Donc, Madame R, 45 ans, qui se présente au cabinet, car depuis quelque temps, elle est inhabituellement fatiguée en fin de journée, avec des épisodes récurrents de nausées, vomissements, diarrhée, accompagnés de maux de ventre fréquents. Et elle a comme antécédent de l'hypertension artérielle, une dyslipidémie et de l'asthme. Elle rapporte une perte de 12 kilos en 3 mois, sans changement de mode de vie ou alimentaire. Son mari trouve que sa peau est foncée au niveau des plis des doigts et du cou. Et elle ne prend plus ses traitements pour l'hypertension car elle tombe souvent, surtout lorsqu'elle passe de position assise à debout. Et donc son médecin prend ses constantes, 70 battements par minute, la tension à 11,6, il passe à 8,5 quand elle se lève avec 37,2 de température. Et donc là, un truc que j'ai rajouté, parce que enfin, le cas était faisable sans, hein, mais parce que je trouve que ça rajoute un truc au cas, quoi. Ça le rend plus typique parce que c'est des trucs typiques qui tombent, c'est que il lui a prescrit un TDM des surrénales et qu'on trouve une rétraction bilatérale des surrénales. Et donc il lui a aussi fait faire un bilan bio qui est le suivant. Donc, si on analyse le bilan bio, rien de bien fou, hein, hémoglobine, hématocrite, fallait calculer le CCMH, voilà, bon. Je vous fais pas des bilans bio très longs, hein, normalement ce sera plus long je pense, mais bon, j'avais pas envie de vous faire des tableaux à rallonge. On se retrouvait avec une anémie normochrome, une neutropénie, mais qui n'était pas hyper profonde, donc elle était assez légère, une hyperéosinophilie et une hypoglycémie. Voilà. Donc ça, c'était totalement aspécifique, hein. Voilà, ça ne nous amenait pas grand-chose comme élément. Et donc, sur quoi est-ce qu'on partait avec juste ces éléments-là? C'est une femme de 45 ans. Donc, en termes de fréquence, en termes de patients qui ont cette maladie-là, c'est des femmes majoritairement, donc ça a prédominance féminine. Chez des femmes qui sont d'âge mature, enfin, entre 45 et 60 ans. Donc là, c'était le cas. Elle présente 3 antécédents qui, dans ce dossier-là, ne servaient à rien. Voilà. Mais je les ai quand même mis.
C'est depuis quelque temps, donc c'est subaigu à chronique, on ne sait pas trop, mais c'est pas aigu en tout cas. Et donc elle vient pour altération de l'état général et chute à répétition. Chez une femme de 45 ans, c'est assez atypique. Autant chez un vieux, bon, un peu, c'est classique, mais là, c'est pas le cas. Donc, on se pose des questions, quoi. Altération de l'état général, donc asthénie à prédominance vespérale, avec un amaigrissement inexpliqué vu qu'elle n'a pas fait de régime ni fait particulièrement beaucoup de sport. Des troubles digestifs un peu aspécifiques, des troubles cutanés qui là pour le coup sont spécifiques, vu qu'on avait une mélanodermie qui est pathognomonique d'atteinte surrénalienne, puisque c'est lié à la CTH, et des chutes à répétition dans un contexte d'hypotension orthostatique, avec le test d'hypotension orthostatique qui est positif vu que on prend 2 fois la tension artérielle. Bon, d'habitude le test est un peu plus long, mais on prend 2 fois la tension artérielle et elle baisse quand on se lève. Donc voilà. Et après, elle était normocarde, normotherme, et le reste du bilan était normal. Et donc après, le bilan bio était aspécifique, avec une anémie normochrome, une neutropénie, une hyperéosinophilie, une hypoglycémie. Voilà. L'hypothèse diagnostique, c'est une insuffisance surrénalienne chronique auto-immune. Pourquoi? Parce que le TDM des surrénales, je ne l'ai pas marqué d'ailleurs, paraclinique TDM des surrénales avec rétraction bilatérale, c'est ça qui est la mélanodermie qui mettait la puce à l'oreille. C'est une insuffisance surrénale chronique auto-immune par rétraction bilatérale des surrénales. Et donc là, le bilan d'extension, il nous sert de bilan de certitude. Et donc là, bah, c'est pareil, on va faire un peu les mêmes dosages. Alors, on peut pas dire maladie d'Addison, je l'ai mis dans mon cours, parce que avant on pensait que ça c'était la maladie d'Addison, mais la maladie d'Addison, c'est la tuberculose des surrénales. C'est des patients qui ont eu la tuberculose et qui après développent une insuffisance surrénalienne chronique, et ça s'appelle maladie d'Addison. Mais c'est bien une étiologie d'insuffisance surrénalienne chronique. Par contre, on n'a pas cette rétraction bilatérale des surrénales. Ouais, moi aussi à la fac on m'avait appris comme ça. Après là mon cours je l'ai fait avec le collège de médecine et maintenant dans la classification c'est plus ça. Après est-ce que, encore une fois, voilà, le collège que j'ai pris c'est pas celui de cette année, hein, ça fait plusieurs... Voilà, il regroupe les deux, voilà c'est ça, ce que j'allais dire. C'est un collège qui date d'il y a 2 ans donc je pense que en théorie les profs ils devraient le savoir, mais dans les livres voilà les gens ils laissent du coup sous le même terme parce que en fait le mec là Addison il faisait pas de distinction entre les deux quoi. De toute façon avant le terme maladie d'Addison c'était insuffisance surrénalienne chronique. Voilà, toutes les étiologies c'était maladie d'Addison alors qu'en fait lui il avait vraiment décrit le truc avec la tuberculose et du coup c'est plus les tuberculoses surrénaliennes. Mais bon, je pense que vous perdez pas de... Moi, pour pas me mouiller, j'aurais mis, il faut mettre à un moment donné que c'est auto-immune. Ça, c'est non négociable. Il faut mettre que c'est une insuffisance surrénalienne chronique. Ça aussi. Si vous mettez maladie d'Addison, je pense que c'est quand même un filet de sauvetage, un gilet de sauvetage. Euh, parce qu'on sait jamais si c'est un mot-clé et qu'ils ont décidé que c'était la même chose. Voilà. Là, on sait que c'est auto-immun parce que c'est la rétraction bilatérale des surrénales. Et ça, c'est auto-immun. La rétraction au TDM, c'est spécifique de ce qui est auto-immun. Tu as une espèce d'atrophie des surrénales à cause de l'attaque auto-immune, quoi. Voilà. Du coup, le diagnostic de ça. Ouais, les anticorps, oui, mais je sais pas si c'était. On les avait déjà à cette question, dans l'énoncé en tout cas. Mais oui, les anticorps, oui aussi. Je crois que c'était écrit après. Il y a marqué les anticorps sont positifs. Non, mais voilà, après, moi, c'est juste que j'ai pas été sympa, je vous l'ai mis après, mais voilà. Je pense pas qu'ils vous feront le coup, mais oui. Mais oui, ça fait partie des arguments. Du coup, les dosages statiques, le cortisol plasmatique, du coup, qui est abaissé, on est d'accord, vu que c'est un surrénalienne. Et la CTH qui est élevée, ben parce que
on a perdu le rétrocontrôle négatif. Donc on n'a pas d'atteinte hypophysaire, sinon si c'était d'origine centrale, donc une insuffisance corticotrope, comme je disais tout à l'heure, on aurait une acétale plasmatique qui était abaissée. Là, ce qui n'est pas le cas. Le problème, il n'est pas à l'étage hypophysaire, il est à l'étage périphérique parce que on a perdu le rétrocontrôle négatif, c'est augmenté. Donc c'est une atteinte chronique périphérique de l'axe corticotrope. Et après, donc, le fameux test au synactène de référence. Et là, pas de réponse. Bah, logique, vu que c'est d'origine périphérique. Voilà, voilà. Euh, voilou. Et après, donc, voilà. Ce que je disais, on retrouve les anticorps positifs et le bilan d'extension confirme votre hypothèse. Donc là, on est content. Qu'est-ce qu'on met comme prise en charge pour Madame R, du coup? Eh ben là, c'est pareil, c'est une urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce que ben on veut pas que ça fasse une insuffisance surrénalienne aiguë. Donc on n'attend pas forcément le bilan d'extension. On va directement traiter et au pire, comme tout à l'heure, c'est pas grave, c'est juste de la cortisone. Traitement symptomatique, là j'en ai mis aucun. En soi, vous pouvez, un peu dans le sens où j'ai dit tout à l'heure, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein. Franchement, là je voulais juste pas me répéter, mais s'il y a des troubles particuliers, genre, je sais pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste, je voulais avancer un peu plus vite, mais vous mettez tout ce que vous voulez. Dans les traitements symptomatiques, tant que ça a du sens. Le traitement curatif, donc à vie, afin de reproduire qualitativement et quantitativement l'activité de l'axe corticotrope. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, ça sert à ça. Toi, t'as quoi dans tes cours? Sur la partie auto-immune, t'as quoi comme argument qui fait que tu sais que c'est auto-immune? Ou alors vous l'avez pas du tout la distinction auto-immune et... Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Vous avez juste maladie d'Addison et c'est tout. Ok. Pour moi, la distinction... Mais de toute façon, si vous... Enfin, normalement, vous l'avez dans le drive, je crois, ma fiche. Mais si vous allez dans ma fiche, vous allez comprendre direct. Dans ce qu'eux, ils appellent maladie d'Addison, c'est-à-dire insuffisance surrénalienne chronique périphérique, il y a plein d'étiologies, hein, il n'y a pas que ces deux-là, la tuberculose et auto-immune. Euh, Bah déjà, il y a médicamenteux aussi, donc faut penser, mais voilà. Euh, Ah, dans le Debois qui a marqué ça. Bon, bah parfait. Ce qui pour moi différencie les deux, c'est. Je vais finir. C'est que pour auto-immune, on a au TDM des surrénales une rétraction bilatérale des surrénales. Voilà, ça c'est auto-immune. Et l'autre argument, c'est les anticorps anti-25 hydroxylase. Pour la vraie maladie d'Addison que le sœur Addison a, à étudier pendant sa vie. Là, ce qui va faire aller par là, c'est que le patient, il a eu la tuberculose à un moment. Donc là, ce sera tous les arguments de tuberculose, genre, si. Ah oui, si, pardon. T'as peut-être raté quand j'ai montré. J'ai rajouté un truc dans l'énoncé, parce que je me disais que j'étais méchante. Voilà. Mais c'est ma faute, du coup, j'aurais dû vous le mettre au début. Voilà. Comme ça, je trouvais ça plus typique en vous le mettant. Même si vous pouviez le trouver sans ça, hein, je pense. Avec plaisir. Du coup, voilà comment pour moi, ça se sépare dans ma tête. Et dans mon cours, c'est écrit comme ça aussi, pas dans ma fiche. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Là, euh, vu que c'est pas iatrogène, hein, c'est insuffisance surrénalienne, et que c'est auto-immune, donc ça touche toutes les parties des surrénales, hein, ça touche pas que la partie des surrénales qui est responsable de la synthèse de cortisol, mais tout. Là, on va supplémenter en hydrocortisone et en fludrocortisone. Voilà. Dans ce cas-là, on met les deux.
Et après, j'avais rajouté l'Eductera parce que, ben oui, vu que c'est un traitement à vie, il y a des règles avec. Repos, régime normo-sodé. Donc voilà, pas mettre de régime de sodé, bon, je me suis répétée, mais voilà. Pas de diurétique et pas de laxatif, ouais, parce que du coup, ça a des règles. Et vu que c'est artificiel, la synthèse enfin, de minéralocorticoïdes, enfin, pas la synthèse, mais l'apport, ça se, ça s'adapte beaucoup moins bien que ce qui est fabriqué naturellement par votre corps, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, il faut la connaissance des signes de décompensation, hein. Qu'est-ce que ça fait quand on décompense son insuffisance surrénalienne chronique, hein, vu qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est gravissime. Et il y a même certains patients qui, en éductera, sont formés à s'injecter tout seul de l'hydrocortisone si jamais ça va pas, quoi. Ce qui est pas mal parce que du coup, ils n'ont pas besoin d'attendre que le SAMU arrive pour leur faire. Et il faut surtout, ben, comme je disais tout à l'heure, jamais arrêter parce que, ben voilà, insuffisance surrénalienne aiguë. Voilà. J'espère que. Alors, est-ce que ça vous allait sur euh, la partie surrénalienne? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas clairs? Si vous voulez, après, on peut reprendre ma fiche pour que je vous remontre ce dont je parle. Je peux vous la partager à l'écran pour que je vous réexplique rapido. Et j'irai la chercher. Du coup, là, il se passe 5 ans. Et donc, bon, elle était traitée pour son insuffisance surrénalienne chronique d'origine auto-immune. Donc là, déjà, même si vous n'aviez pas trouvé au début que c'était ça, c'était un peu pour vous dire qu'il faut tout le temps lire le sujet jusqu'à la fin parce que je vous donne la réponse aux 3 premières questions là, en fait. Si vous lisez le sujet, vous dites putain, c'est vraiment spécifique, c'est nul et tout, je comprends pas où elle veut en venir, elle saoule Julie avec son dossier pourri là. Bref, elle m'a fatiguée cette semaine, j'en ai marre. Ben, fallait lire jusqu'ici, voilà. Donc voilà, et ensuite ben, elle revient 5 ans après et elle se présente aux urgences avec un tableau de prise de poids avec perte d'appétit, visage gonflé, goitre, crampes, voix constipation, asthénie, peau sèche, alopécie et 43 battements par minute avec un bilan bio qui est le suivant. Et du coup, quelle est l'hypothèse diagnostique? Donc là, je passe pas par 4 chemins, j'allais direct à l'essentiel. C'est une femme de 45 ans. Non, bah non, du coup, maintenant, elle a 50 ans, quoi, je corrige. Donc, qui a comme antécédent hypertension artérielle, dyslipidémie, asthme, insuffisance urinaire chronique auto-immune. Et donc là, le diagnostic, vous allez voir, c'est aussi après dominance féminine chez des patients de ce âge-là, avec un terrain auto-immun. Chronologie, on n'avait pas trop de données, on ne savait pas trop depuis quand c'était comme ça. Et elle est traitée depuis 5 ans pour insuffisance surrénalienne auto-immune. Et donc là, en clinique, qu'est-ce qu'elle a? Le truc dont je parlais la dernière fois pour les dysthyroïdies, pour l'insuffisance thyroïdienne, je vous avais dit que le tableau il se découpait en 3 grandes catégories. Si jamais ça parle pas à tout le monde, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pareil fait une fiche qui est sur le drive, qui est sur le même modèle que celle de celle des surrénales pour les dysthyroïdies avec les nouvelles recos. Et je vais un peu plus loin que moi ce que j'avais dans mes livres, parce que je l'ai fait avec les collèges de médecine aussi. Et donc, donc l'insuffisance putain, thyroïdienne, pardon, c'était caractérisé par une infiltration myxodémateuse, un hypométabolisme et la bio, donc avec la TSH et la T4. Euh, Parce qu'on ne fait pas la T3 en premier lieu. Ça sert à rien. Je vous laisse voir les recos sur ma fiche si jamais ça parle pas à tout le monde. Euh, donc, l'infiltration myxodémateuse ici, comme signe, on avait une prise de poids malgré une anorexie, un visage pâle, rond, bouffi et un syndrome myogène avec des myalgies, des crampes et une voix rauque. Et au niveau de l'hypométabolisme, on avait des troubles digestifs, des troubles cutanéo-phanériens avec la peau sèche et l'alopécie, une bradycardie et une altération de l'état général avec l'asthénie. Et donc, on avait un goitre qui est un signe d'atteinte thyroïdienne. Là, on ne pouvait pas, sur ça, dire plus de choses que ça. La biologie, on avait, en plus des anticorps anti-TPO et anti-thyroglobuline positifs, une anémie légère normochrome, pareil, le CCMH à calculer, qui était arégénérative, une hyponatrémie modérée, une rhabdomyolyse,
qui expliquait, enfin voilà, avec les crampes, c'était logique, et une hypothyroïdie biologique périphérique. Ça pareil, si ça vous parle pas, je vous laisse revoir ma conf que j'avais fait il y a 2-3 mois sur comment est-ce que je réfléchissais sur centrale et périphérique. C'est toujours une histoire d'axe. C'est toujours la même chose. TRH, TSH, T3, T4, hypothalamus, hypophyse, périphérique. Là, vu que on a une perte du rétrocontrôle négatif de la thyroïde sur l'hypophyse, c'est pour ça qu'on a une augmentation de TSH, et donc du coup, l'hypophyse n'est pas touchée, donc c'est d'origine périphérique. C'est toujours la même chose en fait, c'est juste les axes qui bougent, enfin qui sont, pas qui bougent, mais qui sont différents quoi. Là, c'est l'axe thyrotrope. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'était? Vu qu'on a les anticorps et une hypothyroïdie biologique périphérique, c'est presque jamais central pour ça. Ouais, non. Enfin, en tout cas, au concours, je pense pas. Ce serait une tumeur hypophysaire. En fait, je me dis, ça peut tomber. Moi, je l'ai déjà eu en partiel, je crois. Mais du coup, c'est nul euh, parce que le traitement, c'est retrait de la tumeur. Donc c'est ouais, retrait de l'adénome, là, et qui fait que t'as pas. Enfin, souvent, c'est les tumeurs qui font ça. Ok, je vais reprendre. Si c'est central, c'est nul. Parce qu'en fait, souvent, c'est des tumeurs. Donc, tu dois enlever la tumeur et après, c'est tout. C'est le seul traitement. Donc, en fait, ça ne fait pas trop écrire de trucs en pharmaco. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, pourquoi est-ce que. Enfin, c'est quoi les trucs entre central et périphérique? Si c'était central, je parle de que ce soit pour l'axe corticotrope ou thyrotrope. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a l'hypothalamus qui fait soit la CRH pour le corticotrope, soit la TRH pour le thyrotrope. L'hypophyse qui fait la CTH pour le corticotrope et la TSH pour le thyrotrope. Et en périphérie, c'est soit cortisol, soit T3, T4. Si on a une atteinte périphérique, on a T3, T4 qui a baissé et cortisol qui a baissé. Vu qu'on n'a plus le rétrocontrôle dessus, sur l'hypothalamus, sur l'hypophyse, pardon, on va avoir une augmentation de l'étage au-dessus hypophysaire, donc une augmentation de la TSH ou de la CTH. Si par contre c'est central, hypophysaire, tu as un abaissement à la fois de TSH et de T3, T4. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu n'as pas T3, T4, c'est que tu n'as pas TSH. C'est ça qui fait que c'est central. Si c'est périphérique, tu as une augmentation de l'hormone hypophysaire en fait. Je sais pas si c'est clair. J'aurais dû faire qu'un seul axe, je pense. Ok, top. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, j'avais eu des TD sur ça quand j'étais en 3A, je crois, ou en P2. Euh, sur. Mon prof, il m'avait fait faire des tableaux, quoi. Très clairement, parce que sinon, je me prenais trop la tête. Et c'était vraiment genre, tu te fais tes trucs et tu vois en fait que vraiment le central, tout est. Enfin, t'as rien en périphérie parce qu'en fait, le problème, il est au-dessus, quoi. Alors quand le problème il est périphérique, t'as rien en bas, mais en contrepartie, ou dans l'étage au-dessus, ça décharge à balle parce que ben, ça se dit, putain, pourquoi j'ai rien en bas? C'est bizarre, donc je vais augmenter l'activité, quoi. Voilà. Du coup, là, on est sur une hypothyroïdie auto-immune, donc c'est Hashimoto. Et donc, c'est une maladie auto-immune avec infiltration lymphoplasmocytaire de la thyroïde qui crée un goitre, du coup, euh, et qui est constant et hétérogène, voilà, et qui entraîne une cytolyse des thyréocytes qui peut évoluer vers une atrophie. Donc après, on peut avoir un goitre ou pas, en fait, c'est un peu inconsistant. Ouais, je vous redonnerai tout, pas de soucis. Vous aurez tout ensemble après. Question 5. Qu'est-ce qu'on fait comme prise en charge? Mesure générale, ECG. Ben oui, parce que dès que c'est les hormones thyroïdiennes, ça fait trouble du rythme, c'est comme la caline, petit réflexe. On recherche les facteurs de risque cardiovasculaire, le syndrome d'apnée du sommeil. Bon, ça c'est juste un peu pour être exhaustif parce que ça, en fait, ça fait aggraver les symptômes, mais bon, c'est pas spécialement spécifique. Quoique le syndrome d'apnée du sommeil, euh,
Ah, nickel, merci Pauline. Ça fait partie de l'infraction myxodémateuse. Et après, hospitalisation en réanimation, si coma myxodémateux, bon là c'était pas le cas, mais on peut l'écrire. Voilà. Le traitement symptomatique, on met autant qu'on veut, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Le traitement curatif, c'est de la lévothyrox. Du lévothyrox, pardon. Les doses de lévothyrox, bon, je l'ai mis, mais bon, ça sert pas à grand chose. Précaution, bon, c'est du blabla, hein, tout ce que je vous dis là. Tout ça, c'est dans ma fiche. Faut le prendre le matin, à distance, des thés, des résines, échangeuses d'ions, des pansements gastriques, nanana. Sinon, c'est pas bien absorbé, faut le prendre à jeun. Euh, Prise en charge de toute gastrite parce que ça diminue l'absorption, parce que c'est absorbé en partie au niveau de l'estomac. Donc si on a un RGO, il faut mettre des IPP. Bon, voilà, doucement avec ça, parce que bon, les IPP, on n'aime pas trop. Traitement à vie à ne jamais arrêter, notamment parce que les dérèglements thyroïdiens, ça fait des troubles du rythme, encore une fois. Augmentation des doses progressivement, voire sous surveillance hospitalière, parce que pareil, troubles du rythme, par exemple, moi en gériatrie, bon c'est juste pour vous ancrer l'info, mais moi en gériatrie, par exemple, d'habitude quand on augmente les paliers de lévothyrox, c'est des paliers de 25 microgrammes en gériatrie, et en cardio aussi, chez les patients cardiopathes, on fait des paliers de 12,5 parce que c'est un peu plus, voilà, on fait attention quoi. Suivi TSH 6 à 8 semaines après modification de dose, puis à 6 mois, puis annuellement. Ça, pareil, vous avez tout dans ma fiche. Et ça aussi, c'est dans ma fiche et dans ma dernière conf. On ne traite pas les sujets de plus de 70 ans qui ont une hypothyroïdie infraclinique, donc avec une TSH inférieure à 10. Bon, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, du coup, la dernière question, qui était la question pour me faire plaisir et pour vous apprendre, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous saviez déjà. Le syndrome de Schmitt. Infraclinique, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe clinique, ou peu. C'est bien toléré, quoi. Le patient, il n'a pas de trouble du rythme, il n'a pas particulièrement de symptômes qui le gênent, ou alors des petits symptômes mais qui ne font rien, genre il peut avoir par exemple un peu de diarrhée, mais c'est pas non plus le truc qui l'empêche de sortir de chez lui, bon, pas la peine de traiter, quoi. Voilà. Syndrome de Schmitt. Et oui, parce que pourquoi bon, en vrai, je pouvais faire le dossier sans. Et d'ailleurs, tous les dossiers quasiment de d'atteinte thyroïdienne auto-immune, c'est un peu ça qu'il y a derrière, hein. C'est qu'un patient qui a une maladie auto-immune est très apte à faire une autre maladie auto-immune en plus. Parce que le terrain auto-immune fait que on peut avoir ces syndromes polyglandulaires, APCED, ça s'écrit comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu en cours, moi je l'avais vu en immuno. euh, qui touche plusieurs organes. Et donc, c'est une maladie auto-immune qui affecte les glandes endocrines, donc plusieurs, au moins deux. Et les trois majoritaires maladies qu'il y a dans ce syndrome de Schmitt, c'est le diabète de type 1, Hashimoto et l'insuffisance surrénalienne auto-immune ou ancienne maladie d'Addison ou même toujours maladie d'Addison si vous préférez. Voilà, ça c'est les trois trucs majeurs. Ça peut faire d'autres maladies, hein, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais pour le concours, c'est ça qu'il faut savoir, en bon sens. Et c'est pareil, âge adulte à partir de 30 ans. Et de toute façon, tout ce qui est auto-immun, comme vous l'avez vu là avec ces dossiers aujourd'hui, c'est majoritairement à prédominance féminine que ça se passe. Voilà. Donc ça, c'était un peu le petit truc un peu atypique, un peu chiant. Mais bon, c'était que la dernière question, le reste c'était faisable, il y avait réponse dans le sujet. Je me suis dit que ça allait passer. Je sais pas si c'était trop dur. Il y avait pas assez d'éléments peut-être. Peut-être que sur le TDMD surrénal manquait peut-être un peu. Je sais pas. Si vous avez des questions, des remarques, si c'était trop dur, trop facile, comment vous l'avez trouvé. Voilà. Dites-moi. Je reste ouverte à toutes vos propositions.
J'ai quelques questions sur les pathologies surrénales en général, je peux te les poser, ça te dérange pas. Non, non, vas-y, bon, on est là pour. Je vais peut-être aller direct sur le. Bon, vas-y, pose-les, et puis si je trouve pas, genre. Pour le syndrome de Cohn, ça désigne les hyper. Alors, on va prendre la fiche. On va prendre la fiche, carrément la fiche. Euh, je vous la trouve. J'arrive. Alors, partage d'écran. Voilà, donc ça, c'est ma fiche. Merde, désolé. Je veux pas ça. Donc ça, c'est la fiche que je vous ai fait il y a quelques mois, parce que ça fait quelques mois que je l'ai mis sur le drive. Et donc ça reprend tout ce qui est cortico et aldostérone. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais remettre la discussion. Alors, du coup, physio de l'axe corticotrope. Là, vous avez tous les tests statiques. Je vais répondre à vos questions après, hein. Désolé, j'explique un peu la fiche, comme ça vous n'êtes pas perdu. Les tests dynamiques qu'on reprend. En fait, là, je vous ai marqué comment il faut les écrire quand vous les demandez dans un dossier. Je les ai pas réécrits pour chaque maladie, hein. C'est juste que quand je remets cortisol plasmatique, ou quand je mets voilà, test de freinage, c'est ça qu'il faut écrire dans votre, euh, dans votre copie. Ensuite, donc ça, les insuffisances surrénaliennes périphériques chroniques, avec, comme je disais, donc l'acémio, la bio, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. La rétraction corticale auto-immune, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. La tuberculose des surrénales, que moi j'appelle maladie d'Addison, secondaire à enfin, c'est après dissémination hématogène d'une tuberculose primitive, et ça apparaît 10 à 15 ans après. Donc c'est pour ça que c'est ça, enfin, c'est pas du tout c'est mieux au même tableau que ça, quoi. Le bloc 21 hydroxylase, ça c'est des maladies génétiques avec des défauts enzymatiques. Bon, ça c'est un peu lourd. Les traitements, et après ça c'est d'autres trucs un peu plus. Bon, quoi, c'est les traitements quoi. La centrale, donc l'insuffisance corticotrope, ce que je disais tout à l'heure, ce qui différencie une périphérique d'une centrale, les traitements, tout ça. L'aigu qu'on a vu tout à l'heure, avec la triade, les traitements qu'on a vu tout à l'heure. Le syndrome de Cushing que vous connaissez par cœur, mais bon, je vous ai refait tout comme il faut avec les tests et tout. Comment il faut l'écrire pour moi dans votre copie. Les syndromes ACTH dépendants, c'est bon, bref, voilà. C'est les syndromes de Cushing, hein, ACTH dépendant et indépendant, pour se bien différencier, les traitements. Et donc, du coup, pour le syndrome de Cohn, ça désigne les hyperaldostéronismes en général ou juste l'adénome surrénalien, car dans l'anal 2002 Sud, il désigne ça pour les hyperaldostéronismes en général. Pour moi, l'adénome de Cohn, comme je l'ai mis là, c'est un primaire. Euh, et donc, ouais, c'est ça. C'est l'adénome surrénalien. Ouais, oui. C'est pas tous les hyperaldostéronismes, vu qu'il y a l'hyperplasie bilatérale des surrénales aussi. Bon, après ça, l'hyperplasie, bon, si ça tombe, voilà quoi. Je pense pas, franchement, ce serait méchant de faire ça, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce truc qui différencie, c'est ce que j'ai mis là, c'est le TDM des surrénales, où quand c'est unilatéral, c'est l'adénome de Cohn, et quand c'est bilatéral, c'est hyperplasie, quoi. Bon, est-ce qu'après on peut dire que c'est toutes les hyperaldostéronismes qui sont des adénomes de Cohn? Des fois, on simplifie pour le concours, hein. Donc, peut-être que pour vous, si ça vous simplifie de vous dire ça, vous pouvez le faire, mais en soi, c'est pas forcément la vraie vérité, quoi. Voilà, je sais pas si ça te répond à ta question, Maëlle. Est-ce que tu peux faire un récap sur toutes les pathos surrénaliennes? Donc là, voilà, donc ça, c'est un peu le topo sur le système rénine-angiotensin, les hyperaldostéronismes primaires.
Avec, voilà, ça c'est notamment un truc hyper important, tout ce qui est hyperaldostéronisme, c'est ça là, les conditions de prélèvement, les gars. Ça c'est. Bon, je crois que vous le savez, de toute façon vous êtes trop fort, mais voilà. Donc ça c'est par cœur, ça c'est full point. Je vous ai remis tous les tests, donc voilà. Et les traitements. Et après, phéochromocytome, ce que je vous dis tout à l'heure, ça, je pense pas que ça tombe parce que c'est plus au programme des ECN, mais bon, voilà. Je vous l'ai mis quand même avec la triade de Ménard. Bon, les diagnostics, un peu chiant, mais bon, vous l'avez. Le syndrome de Schmitt et APZ, c'est la même chose. Donc Schmitt, c'est un type d'APZ. Schmitt, c'est un type d'APZ. APZ, c'est type 1 et Schmitt, c'est type 2. Ah d'accord. Bon. Euh, Bon. Après, je sais pas. Moi, j'avais lu que c'était la même chose. Après, ça, franchement, c'est hors programme, hein, APC des points. C'était juste pour votre. Si jamais on vous demande ce que c'est quand on a plusieurs atteintes auto-immunes au niveau de plusieurs glandes. Donc, autant pour moi, j'ai peut-être dit de la merde pour APC. Désolée. Je sais que Schmitt, ça s'appelle APS2, si jamais ça peut vous aider. Syndrome de Cohn égale hyperaldo primaire. Ah ok. Et du coup, l'adénome, bah, c'est un peu comme le syndrome de Cushing et la maladie de Cushing, du coup, dans ce cas. Euh, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Moi, je fais pas la différence, hein, franchement. Enfin, en fait, je parle pas de syndrome de Cohn, en fait. J'appelle ça hyperaldostéronisme primaire. J'espère que ça répond à votre question. Euh, Alors, j'ai dit que j'ai redoublé. Alors ça, j'en ai déjà parlé un peu, ma première conf, mais bon, je peux répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Primante, j'ai perdu énormément de temps sur mes cours, mais je pense que c'est un peu le problème de tout le monde parce qu'on a envie de tout savoir. Je pense que ce qu'il faut accepter, c'est qu'on ne saura jamais tout. Voilà. Faut déjà savoir les bases et après, on peut aller voir les détails. Ça, je pense que c'est le truc enfin, le truc qu'il faut le plus savoir. Et donc, du coup, donc, j'ai fait trop de cours et pas assez... je me suis pas assez entraînée quand j'étais primante. J'ai passé ouais, trop de temps sur mes cours. Et en doublante, par contre, j'ai passé zéro temps sur mes cours. Euh, j'étais. En fait, il y a beaucoup plus de temps quand on est doublant parce que j'avais pas l'externat, donc forcément c'était plus simple. Mais en gros, je faisais 8h30, 19h BU tous les jours. Après 19h, je travaillais pas. Parce que j'estime que c'est pas parce que je fais un concours que je dois plus avoir de vie. Sachant que c'est très long et fatigant, donc voilà. Et je faisais en tout ce temps-là, avec 1 heure de pause pour manger, le midi, je faisais 2 annales de QCM par jour, 2 annales d'exo par jour et une annale quasiment de dossier. Mais les dossiers, je les faisais à l'oral. Donc c'était beaucoup plus court à faire que d'écrire. Mais parce que j'avais déjà la méthodo quand j'étais primante des dossiers avec terrain, anamnèse, clinique, biologie, paraclinique, tout ça, le taf avec BPD là, que je vous ai fait. J'avais quand même une bonne technique sur les dossiers, j'avais juste pas assez d'entraînement en fait, je connaissais pas tout. Et enfin, voilà, je n'étais pas s'entraîner et notamment j'étais très très nulle sur les exos. Donc j'ai vraiment au taquet fait d'exos. J'ai fait 4 tours d'exos au total et 5 sur les exos que je trouvais difficiles. Voilà. Et j'ai eu mon concours grâce aux exos. J'ai fini, si ça peut vous aider, hein. Je dis pas du tout ça pour me la péter ou pas. Enfin, j'estime que le concours c'est quand même un peu de la part de chance. Donc voilà. Je suis pas plus intelligente qu'un autre. De toute façon, c'est pas sur l'intelligence qu'on est noté, mais j'ai fini 79e. J'avais à peu près la moyenne, enfin j'avais dans la moyenne des gens, hein. Je parle de la moyenne groupe de gosses quoi. En QCM, j'étais dans la moyenne. En dossier, j'étais un tout petit peu meilleure, mais c'était pas ça qui m'a fait avoir un aussi bon classement. Ce qui m'a fait avoir un très bon classement, c'est qu'en exo, j'ai eu des très très bonnes notes. Très bonnes notes. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est
ne dormez pas sur les exos, parce que ça sauve de fou en fait. Dans mon cours, ils disent maladie de Cushing égale hyperplasie bilatérale des surrénales. C'est une erreur, non? Oui, ça n'a rien à voir. Maladie de Cushing, c'est central, exactement. Primante, j'étais classée. Non, j'étais non seulement pas classée, mais extrêmement nulle. J'ai eu 3 à un dossier sur le palu. J'étais vraiment une énorme merde, voilà. J'étais très très nulle. L'hyperplasie bilatérale des surrénales, c'est ACTH dépendant ou indépendant, car dans le collège endocrino, c'est indépendant, mais dans la fiche que tu as mis pour les deux. Euh... Désolée, hein. Je me remets dedans. Qu'est-ce que je lis. Pour le syndrome de Cushing, tu parles, Maëlle? Bah non, je l'ai mis que dans un CTH indépendant. Non? Là, regarde, ça y est là. Enfin, pour moi, c'est que là, hein. Hyperplasie nodulaire bilatérale. Ou alors, je sais plus lire. Juste au-dessus. Sécrétion ectopique. Non, mais je suis aveugle. Désolée. Euh, je sais pas. Pour moi, les ACTH dépendants, c'est juste la maladie de Cushing, donc c'est un adénome. Un adénome, c'est pas une hyperplasie. Ah, mais je suis folle, je vois pas du tout de quoi tu parles. Où est-ce que j'ai écrit ça? Mélabodermie. Ah oui, ok, je suis débile, ok, j'avais pas vu. Oui, c'est débile, pourquoi j'ai écrit ça, moi? Non, 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 mais ça, ouais, tu peux l'enlever, j'ai écrit de la merde. C'est que pour indépendant. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Donc oui, c'est que indépendant. Désolé, c'est un errata. Vous pouvez l'enlever. Merci pour ta vigilance. Combien j'ai eu de points en exo au total? Attends, je vais te dire, Antoine. Tac, tac, tac. Je sais pas si j'ai encore mes trucs. Si, je pense. En exo, au total, j'ai eu 155. Je sais plus sur combien c'est au total. Voilà. Pour vous dire, en gros, en exo, j'ai eu 155,5. En dossier, j'ai eu 179,5. Et en QCM, j'ai eu 76,7. Pour un total de 411,7. En vrai, franchement, non, enfin, c'est gentil, mais non, franchement, je vous jure, les gars, si vous faites 2 annales d'exo par jour, mais en fait, vous arrivez, vous faites vos exos, mais en fait, vous écrivez, vous savez même pas ce que vous écrivez, quoi. C'est limite un truc reptilien, quoi, un réflexe reptilien. Genre, franchement, je suis sortie des exos, j'étais là, je sais pas ce que j'ai écrit, j'espère que c'est pas hors sujet, mais en fait, en fait, quand on fait tellement d'exos, on réfléchit même plus à ce qu'on fait, ça devient débile, hein, du coup, mais bon, voilà. Ça marche, même si ça me saoule de dire ça. Et du coup, en fait, on se pose plus de questions, on perd pas de temps, en fait. Et ça marche trop bien. Moi, j'ai fait cette technique-là en doublant parce que j'ai une de mes meilleures potes qui avait fini 90e en primant, quand moi je l'ai pas eu. Et c'était sa technique à elle. Et elle a eu pareil, des bêtes de notes, quoi. Donc, ça a marché pour nous deux, donc je pense que c'est reproductible. Ça, bon, deux, ça suffit pas pour dire que c'est reproductible, mais voilà, je vous le conseille en tout cas. Dans les tumeurs ectopiques sécrétant de l'ACTH plasmatique est peu élevé ou très élevé. Car en fonction des corrections des annales, ils ne disent pas la même chose. Moi, je dirais que c'est. Pff, franchement, je sais pas. Elle est élevée, quoi.
C'est bizarre. Moi, je pense que c'est très élevé, tu vois, un peu comme les phéochromocytomes, genre, c'est des trucs un peu. Pour moi, c'est très élevé, hein. Les tumeurs ectopiques, d'habitude, ils sécrètent de fou, hein. Voilà. Tu as fait autre chose que des annales pour les exos? Non, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, même les nouveaux exos qui pondent, c'est exactement la même chose que les anciens, même si on dirait pas. Avec plaisir. J'espère qu'il y a. Enfin, si vous avez encore des questions, posez-les, hein. Je m'en vais pas, mais pour ceux qui s'en vont, merci d'être venus. J'espère que ça vous a aidé. Tu faisais même les anciennes années. Je faisais toutes les annales. Toutes. QCM, exo et dossier. Bonne soirée pour ceux qui s'en vont. Bon week-end. Reposez-vous. Surtout là, ça va. Il y a la novembrose qui arrive là. Donc prenez soin de vous. La bosse des bisons, c'est un signe spécifique ou non du Cushing? Plus ou moins. Pour l'internat, je te dirais oui. Pour notre internat, c'est spécifique parce qu'on a que des trucs vraiment stéréotypés, mais sinon, non, pas forcément. Quand on ouvre le sujet que c'est une annale que t'as déjà fait, t'es bien. Ah oui, vraiment. Mais même, pas forcément, même un truc qui ressemble, t'es là, putain, ça me parle, ça tue ça. Tu conseilles de faire les annales exos en 2000? Oui, faites tous les exos. Mais faites pas les trucs de, comment ça s'appelle là? La complexo là. Faites pas la complexo. On s'en bat les couilles, ça retombera pas. Pour les cas, t'arrivais à retenir sans les écrire? Ouais. Mais parce que j'en faisais tellement. En fait, moi j'avais fait le pari que. Après, chacun est différent, hein. Moi j'avais fait le pari que si je voyais les trucs vraiment 150 milliards de fois, j'allais finir par retenir même si j'écrivais pas. Avec plaisir. 2 annales par jour, c'est-à-dire 2 exos par jour ou 10? Non, 2 annales entières, c'est-à-dire 10 exos. La pharmacodynamie, je suis au regret de t'annoncer qu'il faut la faire. I'm sorry. Non, je faisais vraiment 10 exos par jour. Ouais. Je sais que vous allez me dire que je suis tarée. Mais en même temps, pour moi, enfin, moi, je suis pas particulièrement genre un génie. J'ai vraiment juste que manger des annales, quoi, toute la journée, en fait. Tu utilisais quoi comme support pour la pharmacodynamie? Je suis preneuse. Le Deboec d'Exo, là, le vert, en pharmacodynamie, il est pas mal. Et sinon, j'ai peut-être une fiche. Mais je sais pas si elle est à moi, parce que si elle est pas à moi, je peux avoir de la donner. Mais sinon, je faisais avec ça. Il était pas mal. Franchement, il était vraiment pas mal. Le Deboec ou le nouveau livre des profs médoc? Moi, j'ai pas fait les nouveaux livres, je suis trop vieille. Moi, c'était l'époque où je devais me démerder. Voilà. Donc le nouveau livre, je sais pas, je l'ai pas vu, j'avoue, je peux pas vous conseiller dessus. Parce que même si je l'avais feuilleté, moi je donne pas de conseils sur des trucs que j'ai pas utilisés. Je trouve que c'est pas sympa pour vous. Genre, enfin c'est pas. Voilà, voilà. J'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas tant que je suis là. Bonne soirée tout le monde. Pour les dyslexiques, tu sais, c'est dans les salles à part. Ouais, c'est dans les salles à part. Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde.